86 heures. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas une seule invasion terrestre, pas une longue campagne aérienne, pas un blocus naval massif, seulement 86 heures de destruction logistique précise, calculée et dévastatrice. Et 300 des chars les plus avancés de la planète se sont retrouvés complètement et durablement à l'arrêt. Ce qui vient de se produire au Moyen-Orient n'est pas une bataille. Ce n'est même pas une guerre au sens traditionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus sophistiqué et de beaucoup plus lourd de conséquences pour l'équilibre mondial des puissances. C'est le retrait chirurgical de la capacité d'une force militaire entière à fonctionner, exécuter avec une précision et une intelligence stratégique que la communauté analytique occidentale n'était pas prête à reconnaître comme possible. Il s'agit de la campagne d'interdiction logistique la plus décisive sur le plan stratégique de l'histoire de la guerre moderne. Et les chiffres le prouvent. 300 chars de combat principaux immobilisés, moteur froid. Des équipages assis dans des véhicules qui coûtent plus de 6 millions de dollars chacun, capables d'avancer d'un seul mètre dans quelque direction que ce soit. Une force aérienne qui brûle ses dernières réserves de carburant à un rythme qui lui laisse des jours, pas des semaines d'opérations aériennes, une infrastructure d'importation pétrolière qui a pris des décennies à bâtir, détruite simultanément sur chaque voie d'acheminement en l'espace de 86 heures. Et à Washington, des réunions d'urgence entre agences qui ne produisent rien d'autre que la prise de conscience collective que les réponses préparées pour ce type de situation n'existent pas. C'est pas un revers militaire, c'est un effondrement opérationnel. Et cela s'est produit parce qu'un adversaire a compris quelque chose contre lequel son opposant ne s'était jamais entièrement protégé. Le système d'armes le plus coûteux au monde ne vaut exactement rien sans le carburant nécessaire pour le faire fonctionner. Pour comprendre toute la portée de ce qui s'est produit, il faut commencer par la physique fondamentale de la guerre mécanisée. Un char de combat principal, Merkava 4, le joyau du développement blindé israélien, transporte environ 1400 litres de diesel dans ses réservoirs internes, à un rythme opérationnel de combat en mouvement, en engagement de cible, avec tous les systèmes embarqués en fonctionnement. Ce char consomme entre 300 et 400 litres par heure d'opération active. En fonctionnant de 8 à 10 heures par jour dans des conditions de combat soutenues, un char entièrement ravitaillé épuise sa charge en 4 à 5 jours sans réapprovisionnement. Lorsque le réapprovisionnement est coupé dès le premier jour, le compte à rebours commence immédiatement. Et ce compte à rebours s'accélère à un rythme opérationnel élevé, exactement le rythme que ces unités maintenaient lorsque le système de carburant a été détruit. La chronologie de l'effondrement en 86 heures n'est pas une estimation dramatique. C'est un calcul opérationnel prudent, fondé sur les taux de consommation et les volumes de carburant embarqués. Ces 300 chars ne sont pas tombés à court de carburant à cause d'une mauvaise gestion logistique. Ils sont tombés à court de carburant parce que chaque voie capable de les ravitailler a été détruite avant qu'une action compensatoire puisse être organisée. Un tel degré d'exhaustivité dans le ciblage ne se produit pas par accident. C'est le résultat d'années de collecte de renseignements, de construction de bases de données de cibles et de planification opérationnelle, à un niveau de sophistication qui exige une reconnaissance analytique sérieuse, peu importe la perspective politique. Israël importe environ 97% de ses besoins pétroliers totaux. Il n'y a pas de production pétrolière intérieure significative. Cette dépendance structurelle crée une architecture de ciblage si évidente que tout planificateur militaire sérieux l'identifierait immédiatement. La question n'a jamais été de savoir s'il fallait la cibler. La question était de savoir comment la cibler de façon suffisamment complète pour qu'aucune voie alternative ne puisse préserver le flux opérationnel de carburant au débit requis. La réponse a été la destruction simultanée de toutes les voies à la fois. Le terminal pétrolier du port de Haïfa traite environ 45% des importations totales de pétrole d'Israël. Il a été frappé dans la phase d'ouverture de la campagne par un ensemble combiné de drones Shahed, 2-3-8 à réaction et de missiles balistiques de précision Fateh 1-1-0. Le parc de réservoirs de stockage du terminal,
Son infrastructure de jonction de pipeline et ses systèmes de transfert navire-terre ont tous été ciblés selon une séquence conçue pour provoquer une destruction fonctionnelle complète et non des dommages partiels réparables. L'évaluation après frappe a confirmé que le statut opérationnel du terminal avait été réduit à 0 dans les 4 premières heures. 3 heures plus tard, le terminal pétrolier d'Ashdod a été frappé. Le moment choisi pour cet intervalle de 3 heures n'était pas une coïncidence, il était calculé. Les planificateurs israéliens de logistique d'urgence, recevant la confirmation de la frappe sur Haïfa, commenceraient immédiatement à évaluer Ashdod comme alternative de compensation. 3 heures suffisent pour que cette évaluation commence. Elles ne suffisent pas pour mettre en œuvre une redirection physique. Lorsque la frappe sur Ashdod est arrivée, elle a détruit à la fois l'infrastructure existante et l'option de contingence que les planificateurs israéliens venaient d'identifier comme solution de rechange principale. La contingence a été éliminée avant de pouvoir devenir opérationnelle. Le pipeline Eilat-Ashkelon est une conduite souterraine de 254 km reliant le port d'Eilat sur la mer Rouge à la côte méditerranéenne. Il fournit une route alternative d'importation pétrolière contournant le canal de Suez. Il a été ciblé par une combinaison de frappes directes contre ces stations de pompage en surface et d'une action maritime coordonnée des Houthis bloquant l'approche de la mer Rouge aux pétroliers. Les frappes contre les stations de pompage ont utilisé des munitions de précision pour détruire l'infrastructure électrique et mécanique à 4 points critiques le long du tracé du pipeline. Cette méthode de ciblage exige le remplacement d'équipements industriels complexes et non une simple réparation de dommages physiques. L'action d'interdiction des Houthis a éliminé le trafic de pétroliers qui aurait alimenté le pipeline, même si les dommages aux stations de pompage avaient pu, d'une façon ou d'une autre, être réparés rapidement. Les 2 lignes d'attaque devaient réussir simultanément, les 2 ont réussi. Après avoir détruit l'infrastructure d'importation, la deuxième phase de la campagne s'est déplacée vers le réseau de distribution qui transporte le pétrole des installations de stockage vers les unités opérationnelles. Le système militaire israélien de distribution de carburant fonctionne selon une architecture à 3 niveaux. Des réserves stratégiques nationales conservées dans des installations souterraines renforcées, des dépôts de distribution régionaux servant de tampon entre les réserves stratégiques et les unités opérationnelles, et des points de carburant avancés assurant la distribution du dernier kilomètre vers les véhicules et les aéronefs individuels au niveau brigade et bataillon. Les dépôts de distribution régionaux ont été ciblés par des frappes coordonnées touchant 11 installations dans les secteurs nord, central et sud, à l'intérieur d'une fenêtre de 2 heures. Cette fenêtre d'attaque simultanée de 2 heures était cruciale sur le plan opérationnel. Une approche séquentielle aurait permis au commandement logistique de Tsahal de mettre en œuvre une redistribution d'urgence des stocks de carburant depuis les dépôts non touchés afin de compenser les pertes dans les installations frappées. En comprimant les 11 frappes dans une fenêtre de 2 heures, chaque installation a été touchée avant qu'une redistribution puisse être organisée. Tout l'échelon régional de distribution a été éliminé avant qu'une seule réponse d'urgence puisse être exécutée. Les points de carburant avancés, ces nœuds mobiles de distribution de carburant par camion opérant au plus près des unités de première ligne, ont été ciblés par une campagne soutenue d'interdiction par drone. Cette campagne a détruit, sur une période de 24 heures, la flotte de camions-citernes desservant le secteur nord. Des munitions rôdeuses de précision ont suivi les mouvements des convois de carburant le long des principales routes d'approvisionnement et ont engagé individuellement les camions-citernes. La perte de cette flotte de camions-citernes a créé un trou dans la distribution du dernier kilomètre qui ne pouvait pas être comblé, même si du carburant était resté disponible au niveau des dépôts régionaux, ce qui, après les frappes contre les dépôts, n'était largement plus le cas. Infrastructure d'importation détruite, dépôts régionaux éliminés, flotte de camions-citernes interdite, 3 phases, coupure complète du flux opérationnel de carburant en 4-26 heures. Les conséquences pour l'efficacité au combat se sont dégradées beaucoup plus vite que les jauges de carburant elles-mêmes. Un char immobilisé n'est pas simplement un char qui ne peut plus rouler, c'est un char qui a perdu sa valeur tactique dans toutes les dimensions de la guerre blindée. La manœuvre, principe fondamental qui donne aux forces blindées leur valeur décisive sur le champ de bataille,
exige le mouvement. Un char qui ne peut pas bouger, ne peut pas exploiter des percées, ne peut pas répondre à des menaces de flanc, ne peut pas se repositionner pour engager des cibles au-delà de son champ de tir actuel, et ne peut pas se retirer d'une situation tactique qui se détériore. Il devient une position défensive fixe dotée d'une puissance de feu coûteuse, utile pour tenir un point précis au sol, mais incapable de participer à la guerre mobile dynamique autour de laquelle la doctrine opérationnelle de Tsahal est construite. Les conséquences interarmes s'étendent à l'ensemble de la force. Les véhicules blindés de transport de troupes qui déplacent l'infanterie perdent leur capacité de combat mobile, forçant l'infanterie à adopter des positions défensives statiques, beaucoup plus vulnérables aux attaques de drones et de missiles de précision. L'artillerie automotrice a besoin de carburant non seulement pour se déplacer, mais aussi pour les génératrices qui alimentent ses systèmes de conduite de tir et ses équipements de communication. Immobilisée et à court de génératrices, l'artillerie automotrice devient une collection de grands tubes métalliques qui ne peuvent pas être visés avec précision ni coordonnés efficacement. La dimension aérienne aggrave tout. Les bases aériennes israéliennes maintiennent des réserves opérationnelles de carburant dimensionnées pour environ 14 à 20 et un jour d'opération aérienne soutenu au taux de sorties actuel. Avec l'infrastructure d'importation détruite et les réseaux de distribution sectionnés, ces réserves sont consommées sans réapprovisionnement. L'impératif opérationnel de soutenir des forces terrestres immobilisées crée une pression pour effectuer plus de sorties, pas moins, exactement au moment où la conservation du carburant exige l'inverse. Chaque sortie supplémentaire effectuée pour soutenir des unités terrestres bloquées accélère la chronologie menant à l'épuisement du carburant de la force aérienne. La réponse de Washington a confirmé la gravité de ce qui s'était produit plus clairement que n'importe quelle évaluation opérationnelle ne l'aurait fait. Les réunions interagences d'urgence convoquées dans les heures suivant la confirmation de la destruction du système de carburant de Tsahal n'ont été productives dans aucun sens opérationnel. Elles ont seulement servi à vérifier collectivement ceci. Les réponses préparées pour cette catégorie de situation étaient toutes soit indisponibles, soit insuffisantes, soit contre-productives dans les circonstances précises qui venaient de se matérialiser. La réponse d'urgence la plus évidente, c'est le ravitaillement aérien en carburant des unités de Tsahal déployées à l'avant. Mais cette option se heurte immédiatement à la physique de l'échelle. Les besoins en carburant de 300 véhicules blindés immobilisés et de leur flotte de soutien associée se chiffrent en millions de litres. Toute la flotte américaine de transport aérien lourd, avec des C-17 Globemaster et des C-5 Galaxy opérant à des taux de sortie soutenables maximaux, pourrait livrer environ 3 à 4 millions de litres par jour si elle était consacrée exclusivement à cette mission unique et opérée depuis des bases à portée raisonnable. Cela semble substantiel, jusqu'à ce que le calcul révèle que cela représente moins de 2 jours de consommation opérationnelle pour l'ensemble des forces terrestres et aériennes de Tsahal au rythme actuel. Le pont aérien ne peut pas résoudre une crise de carburant de cette ampleur. Il ralentit marginalement la détérioration tout en créant une impression d'action. Il ne peut pas inverser l'impact opérationnel de la perte de toute une infrastructure nationale d'importation pétrolière. L'option de réapprovisionnement naval consistant à diriger des pétroliers vers les ports israéliens sous escorte militaire se heurte au fait que l'infrastructure portuaire capable de recevoir des livraisons pétrolières en vrac ne fonctionne plus. Le terminal pétrolier de Haïfa est non opérationnel. L'infrastructure pétrolière d'Ashdod a été frappée. L'approche d'Eila par la mer Rouge est interdite. Un pétrolier arrivant dans les eaux israéliennes n'a nulle part où décharger sa cargaison dans un délai pertinent sur le plan opérationnel. L'infrastructure physique nécessaire à l'importation pétrolière en vrac n'existe dans un état fonctionnel dans aucun port israélien. Une action militaire américaine directe contre les actifs iraniens d'interdiction du carburant comporte des coûts que l'environnement politique actuel ne peut pas absorber. Des frappes directes sur le territoire iranien risqueraient de provoquer une fermeture d'Ormuz qui ferait grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux jamais vus dans l'histoire moderne, avec des conséquences économiques intérieures dans un environnement électoralement sensible que aucune administration ne peut gérer. L'échelle d'escalade, à partir de frappes directes sur le territoire iranien, ne comporte aucun barreau clair.
aucun point d'atterrissage stable, aucun coût acceptable. Sous le bruit des réunions d'urgence et des communications diplomatiques urgentes se trouve la manifestation opérationnelle d'une réalité stratégique que Washington a refusé de reconnaître pendant des années. La puissance militaire américaine ne peut pas protéger contre un adversaire régional autonome qui a identifié et attaqué systématiquement la vulnérabilité précise dans l'architecture de guerre d'un allié, lorsque toute action compensatoire américaine déclencherait des conséquences pires que le problème qu'elle tente de résoudre. Ce n'est pas un échec isolé de la capacité militaire américaine. C'est une caractéristique structurelle de l'environnement stratégique que l'Iran a délibérément façonné par des années de préparation patiente. Ce qui rend cette campagne analytiquement remarquable, au-delà de son succès opérationnel, c'est la retenue délibérée intégrée à sa doctrine de ciblage. La campagne a été conçue pour immobiliser Tsahal, pas pour la détruire. Cette distinction n'est pas accessoire. Elle reflète un calcul stratégique d'une sophistication considérable. Une campagne conçue pour détruire Tsahal par un engagement militaire direct exigerait des opérations de combat soutenues à haute intensité contre une force qui, même privée de carburant et partiellement immobilisée, conserve une puissance de feu défensive importante. Elle produirait des pertes massives des deux côtés, générerait des images créant une pression internationale en faveur d'une intervention pour un cessez-le-feu et pourrait déclencher des réponses d'escalade, y compris une implication militaire directe des États-Unis, ce que tout acteur rationnel aurait fortement intérêt à éviter. L'immobilisation atteint le même résultat opérationnel à une température d'escalade plus basse, tout en préservant le positionnement diplomatique et moral. Le ciblage de l'infrastructure de carburant plutôt que du personnel ou des zones peuplées produit des images d'incendies industriels spectaculaires et importantes sur le plan opérationnel, mais pas le type d'image de perte humaine qui galvanise la pression occidentale pour intervenir. La logique stratégique est précise. Effet opérationnel maximal, déclencheur d'escalade minimaux, c'est pas la doctrine de ciblage que la communauté analytique occidentale attendait, elle aurait pourtant dû s'y attendre. Le calendrier de reconstruction rend la réalité opérationnelle permanente dans tout délai pertinent. Les terminaux d'importation pétrolière détruits exigent des mois de construction avec des équipements industriels spécialisés. Reconstituer une flotte de camions-citernes décimés par l'interdiction de drones de précision exige des délais d'approvisionnement et de livraison qui se mesurent au minimum en semaines. Établir des voies alternatives de distribution de carburant au moyen d'infrastructures improvisées, à des débits nécessaires pour des opérations blindées à grande échelle, n'est pas réalisable dans un délai plus court que la durée probable du conflit. Les 300 chars immobilisés, silencieux sur les fronts nord et central, ne sont pas un inconvénient opérationnel temporaire en attente d'une solution logistique. Ils sont la réalité opérationnelle permanente de l'équilibre militaire de ce conflit, établi en 86 heures après le début de la campagne, et désormais irréversible en tout délai qui compte. Le carburant a disparu, la capacité de combat qu'il soutenait a disparu avec lui. Et ensuite, les négociations, le repositionnement diplomatique, le long processus de reconstruction des infrastructures physiques et des hypothèses stratégiques se dérouleront sur fond d'équilibre militaire qui reflètent la réalité opérationnelle plutôt que les hypothèses que la planification stratégique occidentale a préféré maintenir pendant des décennies. 86 heures ont tout changé. Pas avec une force d'invasion massive, pas avec des armes nucléaires, pas avec le genre d'escalade cinétique spectaculaire qui remplit les chaînes d'information en continu. Mais avec la destruction systématique et complète de chaque voie d'approvisionnement en carburant alimentant une armée construite sur l'hypothèse que ces lignes d'approvisionnement étaient sur 300 chars, moteurs froids, réservoirs vides et un ordre stratégique qui ne sera plus jamais le même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.